L'émission Telle est la question, présentée par l'Union européenne, est animée par Luc Nergaro et Stéphanie Armand. Bonjour et bienvenue sur Métropole où nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette dernière émission mensuelle de Telle est la question. Vous le savez, c'est une émission de réflexion sur des sujets profonds, mais aussi importants pour l'avenir d'Haïti. Des sujets que nous essaierons de décrypter ou du moins d'éclairer avec des invités experts dans le domaine. Certainement à travers des reportages, des interviews, mais aussi un micro-trottoir qui est réalisé sur le sujet qui est débattu pour prendre le pouls de ce sujet en début d'émission. Que veut dire la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti? Comment pourvoir aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population en termes de nourriture? Que faire pour accroître cette sécurité par des stratégies de production et de protection adaptées aux risques du pays? On parle certainement de sécurité alimentaire et nutritionnelle, notre sujet. Telle est la question de notre émission du jour. Alors pour commencer, quelques chiffres pour mieux comprendre le contexte. Alors il faut savoir qu'en Haïti, 3,6 millions de personnes, soit 30% de la population, sont en état d'insécurité alimentaire. Stéphanie. Et que près d'un enfant sur 4 de moins de 5 ans est touché par une malnutrition chronique. Et 66% des enfants de près de la moitié des femmes en âge de procréer sont anémiés. Nous parlons donc d'un sujet crucial et d'un problème étendu qui touche à la fois l'économie, la santé publique, la production agricole, l'environnement, en un mot, l'avenir du pays. Tout à fait. Et pour parler de nutrition et sécurité alimentaire ce matin, nous avons deux invités. On va commencer d'abord par accueillir notre premier invité, Dr Jocelyne Maron-Pierre. Alors vous êtes spécialiste en nutrition et directrice du programme national de nutrition du ministère de la Santé publique et de la population. Vous êtes aussi professeur en biologie, en nutrition de base, en nutrition appliquée depuis 1996. Et vous avez donc plus de 41 ans d'expérience dans le domaine. C'est une liste longue de postes qu'a occupé Dr Maron-Pierre, aussi des expériences professionnelles et didactiques, des colloques, études, recherches. Donc, c'est une longue liste, comme on avait dit, difficile à lire pour une émission d'une heure. Mais vous êtes là, on est très content de vous recevoir. On parle de sous-nutrition, malnutrition et mauvaise nutrition liée aux mauvaises habitudes de consommation alimentaire. Donc, c'est la question. Mais pas seulement. On abordera aujourd'hui avec vous tout ce qui concerne la nutrition, aussi bien dans votre domaine de la santé, mais aussi dans tous ses aspects. Alors, depuis tout ce temps que vous êtes directrice de la nutrition, en quoi consiste donc cette direction et ce problème en Haïti? Merci. Merci pour l'invitation et merci aussi de me donner l'opportunité de pouvoir partager avec les auditeurs de Radio Métropole certaines interrogations ou certains questionnements que nous avons dans le domaine de la nutrition en Haïti. Vous avez parlé de sous-nutrition, de malnutrition, de mauvaise nutrition. Les trois veulent dire la même chose. OK. La question directe de Stéphanie a été en quoi consiste le travail. Au ministère, nous définissons les normes. Nous avons une vocation normative. Décider comment améliorer les points négatifs que nous avons remarqués sur le terrain et pratiquer ou des gestes pratiqués par la population en majorité et qui méritent d'être modifiés. Ah, vous me donnez tout de suite le point pour vous faire écouter un petit micro-trottoir. On va aller prendre le pouls dans la rue pour voir ce que les gens mangent et vous nous direz ce que vous en pensez. Micro-trottoir. Matin, boire soupe. Soupe, café. Cher matin, moi j'ai un bon spaghetti, man. Après, c'est un bon petit jus. Bon, avant midi, je vais pour Marie. Mais actuellement, vous mangez? Bon, je vais prendre un là. Matin, je vais manger spaghetti pour le moment, je vais manger là.
Alors, docteur Maron, on a là quelques éléments sur la façon de se nourrir des Haïtiens. Quelles sont vos premières réactions? J'ai entendu et je trouve qu'on peut partir sur cette base et faire des propositions pour améliorer qualitativement Ok. ce que les gens ont dit avoir mangé. Donc on comprend tout de suite que c'est Par pas exemple. la meilleure formule, hein, tout ça. Oui, la personne a dit j'ai mangé du spaghetti. Le spaghetti à lui seul n'est pas un aliment. Et si on aborde, on s'est dit rien qu'avec le spaghetti, on pourrait dire que cette personne est en insécurité alimentaire parce qu'elle n'a pas satisfait tous ses besoins qualitatifs. Donc l'insécurité alimentaire, c'est pas un problème de pouvoir manger, c'est aussi qu'est-ce qu'on mange. C'est de savoir quoi manger. Ok. Maintenant, le constat aujourd'hui, docteur Pierre, c'est quoi? Et, Au niveau de la vous êtes population. Justement, vous êtes à la tête de la section nutrition au niveau du SPP. Ça fait un bon bout de temps. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Vous êtes là pour dire quoi faire, mais pas pour imposer les gens de faire ça. Quel est le constat aujourd'hui? Amélioration ou Le changement de dégradation? comportement n'est pas forcé. Ok. C'est amener à la personne là où on veut qu'elle arrive. Alors, par exemple, quelles sont les habitudes On alimentaires? a vu qu'il y a une amélioration au niveau de la sous-nutrition. Les statistiques ont été infléchies. Cependant, au niveau de la surnutrition, qui est aussi une malnutrition, la tendance est à la hausse. Alors là, on parle de quoi? D'obésité? On parle d'obésité, de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, des problèmes cardiovasculaires, en partie, sont des conséquences d'une mauvaise nutrition. Donc, Et en Haïti, c'est patent. C'est patent et au contraire, ça commence à être inquiétant. Et là, il est une obligation pour la population de savoir qu'elle est obligée de changer de comportement alimentaire. Alors, par exemple, quelles sont les choses que vous banniriez aujourd'hui de cette alimentation chronique des Haïtiens? Je ne vais rien bannir parce que tout est important. Je vais seulement dire qu'il faut améliorer, qu'il faut les consommer avec modération et je vais pointer du doigt le sucre, le sel et l'huile. On Alors, retrouve généralement, hein, voilà. dans Alors, le par plat exemple, ici. donnez-nous l'exemple. Dans le spaghetti, Il y a trop de sel, trop de Il y a graisse. trop de sel, il y a trop d'huile. Parce que le spaghetti, en lui seul, est un aliment fade. Faites bouillir du spaghetti, allez-y, mettez dans l'assiette, vous allez voir que vous ne pouvez pas comprendre. Merci, trop gentil. Donc, pour que ce soit agréable au goût, on y ajoute de l'huile, qui est une autre forme d'énergie comparée au spaghetti. C'est toujours l'énergie, mais différentes sources. On ajoute du sel qui demande à la personne de prendre beaucoup d'eau. Parce que le sel fait appel à l'eau, et maintenant toute cette eau se retrouve à l'intérieur d'une seule personne et force le cœur à Et si elle boit travailler du soda? davantage. Je savais que ça vous plairait. Dans Encore pire. on va trouver dans les boissons énergisantes beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de sel, parce que sinon il n'y aurait pas de mousse. Donc, le sel et le sucre dépassent les normes Alors, recommandées. un café. Il y a un monsieur qui buvait son café. Oui. Le Café café, ou ça soupe? va. Café, soupe. Non, une seconde, Stéphanie. Je voulais d'abord rester un petit peu sur le spaghetti. Si je veux prendre Je du suis sûre qu'il en spaghetti. prend. Non, mais écoutez, c'est du spaghetti, on t'en parle quand même. Si je veux prendre du spaghetti, je prends quoi avec pour que ça devienne Tu prends supportable? ton spaghetti, tu y ajoutes des légumes, quel que soit le type de légumes. Poivron, carottes, tomates, oignons. Ok. Vous augmentez, vous apportez des fibres que le spaghetti n'a pas. Ok. Vous y apportez aussi des vitamines que le spaghetti n'a pas. Et vous prenez un fruit, quel que soit le fruit. Une tranche d'avocat, une mangue, la moitié d'un orange, un morceau de melon. Vous prenez un fruit. Et si ce n'est pas le cas, vous prenez le jus du fruit. Ok. Et vous prenez de l'eau. Donc si on fait ça comme ça, le spaghetti, c'est bon pour la Oui, santé. et pas le spaghetti. Le spaghetti en lui-même, complété avec les autres. Parce que ce qui est bon pour la santé, c'est la complémentarité Très bien. et la différence de couleur qui se trouve dans ce que vous mangez dans l'assiette. Très bien. D'accord. Et le café, comme Stéphanie Oui, a demandé? je disais, Si je café. me lève et puis je prends un café comme ça, donc c'est correct? Nutritionniste, je n'ai pas de problème avec le café. Café Pamamba.
Café paiement, bah oui. Quelle quantité de sucre vous avez mis dans votre café? Ah, d'accord, c'est là que C'est là que se pose le problème. D'accord. Il y a un seuil justement à ne pas dépasser? Oui, car le sucre que vous mettez dans le café, c'est du sucre qui va être rapidement gaspillé par le corps. Ok. Maintenant, vous dites qu'au niveau du SPP, vous faites ce travail de base, vous proposez. Est-ce qu'il y a des documents? Est-ce qu'il y a des sensibilisations qui se font? Nous avons de la documentation politique, protocole, fiches techniques, pyramides. Nous avons du matériel, mais nous n'avons pas assez travaillé sur la sensibilisation. Okay. Alors oui, c'est ça. Ça, c'est comment un point indiquer faible à la population et lui faire comprendre ce qui est bon pour elle, c'est tout votre problème finalement. C'est le problème, c'est le rejoindre- pourcentage que nous avons touché jusqu'à présent qui est faible Parce qu'on parle bien là d'habitudes alimentaires. et de comportement à modifier. Alors on va peut-être s'appuyer sur le premier reportage qu'on va vous proposer, puisque ça commence au début de la vie, hein. voire même avant. On va regarder un reportage qui se passe à Cité Soleil, où AVSI, qui est une ONG italienne supportée par l'Union européenne, travaille sur la sensibilisation des femmes allaitantes pour justement, non seulement, enfin femmes enceintes et femmes allaitantes, pour les aider à mieux se nourrir et à mieux nourrir leurs enfants. La bouille dans le premier tas, ça comment il est? Du poisse. Et ça dans le deuxième tas, il molasse, il liquide. Le premier tas, ça comme la bouille. Que nous toujours fait, c'est espace ça, nous toujours les lycées Ange ou bien nous le PCNB. Nous faisons activité ça dans le contexte pour sensibiliser maman sur la question de allaitement et sur la question de façon pour prendre soin de Timoun. Parce que nous remarquons en pile des fois que nous avons des problèmes Timoun qui dans la malnutrition, c'est un manque de connaissances maman ou pas, un manque de connaissances que pas gagné sur l'importance de tété, comment pour prendre soin de tête, comment pour prendre soin de Timoun là, tété pour éviter Timoun ça tomber dans la malnutrition parce que nous avons des programmes et prise en charge et Timoun qui tombe dans la malnutrition. Nous remarquons que nous avons plus Timoun qui ont des problèmes de malnutrition qui dans un groupe d'âge de 0 jusqu'à 24 mois, c'est Timoun ça nous jeunes plus qui tombent dans la malnutrition. Nous remarquons que c'est un problème d'éducation, nous avons un manque de connaissances sur comment prendre soin de Timoun. C'est ça fait que nous toujours bail accent importance avec faire des sensibilisations sur l'allaitement exclusif et comment pour maman prendre soin de Timoun. Nous apprenons maman sur toute thématique qui est en rapport avec Timoun. Nous expliquons comment processus une femme qui porte un Timoun que c'est pas une maladie, nous expliquons tout processus qui a gagné, qui importance femme nan doué bail avec grossesse ça que Timoun ça la porté depuis qu'il est supposé aller à l'hôpital, comment pour le faire pour prendre soin de tête li, rendez-vous médical est important pour lui, examen est important pour lui et nous commencer à motiver l'esprit femme ça, leur fin accoucher pour décider lui-même pour faire allaitement. Oui, moi là, on va passer dans scène, on dit pas pas de encore. Si on fait comme ça, on va si vous montez, on si vous êtes gens, et en santé, si vous ça pral pour les ça. M'apprend un pile belle bagaille dans programme là. Il apprend nous qui demande nous qui gens les à l'hôpital qui ça yo dit nous vraiment me te répondre moi te dit yo dit nous les femmes enceintes faut le faire allaitement parce qu'allaitement bon en pile la empêcher ti moun prend tout bien maladie peut apprendre nous en pile belle bagaille. Voilà pour ce reportage tourné à Cité Soleil. Docteur Pierre, on parle d'allaitement. 95% des femmes haïtiennes allaitent, mais seulement 40% adoptent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Donc ça, c'est un problème. Le blocage se situe où? J'ai suivi avec intérêt le reportage à Cité Soleil parce que j'ai retrouvé Avsi, qui est un ami de longue date dans le domaine de la nutrition, depuis 2010, après le tremblement de terre. Elle a pu mettre en place, implémenter une stratégie que le ministère de la Santé avait proposée qui s'appelle Point de conseil en nutrition pour bébés. Parce que les mères n'avaient pas d'espace pour allaiter. Donc, dans les camps, on organisait des points d'allaitement. Et on a su conserver l'allaitement après le 12 janvier. Et AVSI est l'une des rares ONG qui poursuit aussi encore cette stratégie. Alors justement, pourquoi 6 mois exclusifs? C'est ça qu'elles ne savent pas, les femmes?
Eh bien, non, pourquoi? Au tout début, l'OMS et l'UNICEF avaient proposé 3 mois. Parce que mon premier bébé, je l'ai allaité 3 mois. Mais on a vu qu'après, le foie n'est pas encore à sa fonctionnalité optimale pour digérer les aliments qu'on va introduire dans la diète de l'enfant. Donc les risques de diarrhée, donc de mortalité, allaient encore devenir plus grands. Donc on a étendu jusqu'à 6 mois, car du point de vue physiologique, le foie devient mature à 6 mois et peut digérer, produire les enzymes et digérer des aliments. Ça veut dire qu'en fait, le lait maternel apporte tout ce dont l'enfant a besoin jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Sans risque de contamination en plus. Et les réserves que l'enfant a accumulées depuis la vie intra-utérine sont utilisées au cours de ces 6 mois pour compenser certains déficits du lait maternel. Comme on dit, le lait maternel est pauvre en fer, mais le fer du lait maternel est directement assimilable par l'organisme. Est-ce que c'est peu importe comment est-ce que la maman se nourrit? La production lactée est indépendante de l'alimentation de la femme après l'accouchement. Okay. L'allaitement se prépare avant même que la femme ne tombe enceinte. Parce qu'elle doit psychologiquement décider d'allaiter. Et rien ne va arrêter la production lactée si elle choisit, avant même de tomber enceinte, d'allaiter. Ensuite, pendant qu'elle est enceinte, c'est là que les dépôts graisseux vont commencer à s'accumuler pour faciliter la production lactée avec l'accouchement. Alors, qu'est-ce qui bloque et pourquoi est-ce que c'est important de faire cette sensibilisation? Ce qui bloque, c'est que les femmes, et même l'entourage de la femme, les maris pensent que c'est après l'accouchement que la femme doit manger beaucoup pour avoir du lait. Après l'accouchement, la femme doit être bien encadrée et boire beaucoup pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant. Mais surtout, j'ai dit, elle doit être encadrée parce qu'elle doit être disponible. Le congé de maternité, qui est de 45 jours, devrait être un peu plus allongé pour permettre à la femme de réussir son allaitement. Car on aurait dit qu'elle perd des jours, le travail perd du potentiel. Non, c'est du gagné pour le pays. Car l'enfant qui passe les 6 mois d'allaitement exclusif ne va chez le médecin que pour son contrôle régulier. Okay. Les risques même de parasitose intestinale sont très réduits. Les risques de problèmes respiratoires sont réduits. Les risques de diarrhée sont presque nuls avec un allaitement maternel exclusif de 6 mois. Et le plus important, c'est que cet allaitement prépare l'enfant à recevoir une alimentation adéquate à 6 mois. À la digérer. À non seulement la digérer, mais accepter une alimentation diversifiée. Les risques d'allergie sont vraiment faibles quand l'allaitement a été correctement initié. Alors, quand on entend tout ça, on se dit, il n'y a aucune autre... voilà. Mais alors, qu'est-ce qui empêche justement ce message d'arriver aux femmes? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a peu de femmes qui viennent accoucher en milieu hospitalier où elles seraient assistées. Okay. Ce qui permettrait déjà d'initier l'allaitement maternel. Car quand je dis initier, c'est très important. L'enfant doit être placé sur le ventre de sa mère immédiatement après l'expulsion, avant même la section du cordon. Donc en fait, tout commence dès le début, y compris une fois que l'allaitement est terminé, qu'on commence à passer à justement une alimentation d'enfant. Là aussi, est-ce que vous arrivez à faire passer des messages pour justement changer ces habitudes dont vous parliez? Parce qu'avant, c'était 0,9%. On est arrivé à 40% et on est comme bloqué à 40%. Il nous faut recommencer la sensibilisation. C'est une question de message qui n'atteint pas les gens? C'est une question de message. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures que le ministère peut adopter, des efforts au niveau légal? Puisque demander à la personne de le faire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de... Tu veux la contrainte? Non. Peut-être pas, mais mettre des Il n'y a pas de mesure de coercition pour une femme qui dit « je ne veux pas allaiter ». C'est seulement la convaincre. Mais économiquement,
économique. intéressant. On peut utiliser le langage économique et la plupart C'est ce qui des lui fois, coûtera le moins cher. on trouve le papa qui dit, moi je peux me payer le lait. Non, mais Donc en fait, ça maintenant, devient un statut social. C'est pourquoi j'ai dit, il faut l'encadrement et l'accompagnement de cette femme pour réussir l'allaitement. il y a l'aspect travail également. Donc, la maman va vous dire que je dois retourner au boulot, je ne peux pas tous les jours mettre mon lait dans un récipient. Non, et c'est tout pas ça. un problème. Mais L'aspect comment gérer travail, ça? le lait T'emmènes le exprimé, le lait exprimé se conserve à 8 heures de temps, À en milieu température ambiante. ambiant, sans problème. Incroyable. Mais est-ce que la maman va pouvoir laisser assez de lait pour toute la journée pour l'enfant? Oui, parce que ce que vous ne comprenez pas, l'enfant qui arrive et qui réalise que la mère espace sa présence change son horloge circadien. Ok. Son horloge interne change et est reprogrammée par rapport à l'absence et à la présence de la mère. Parce que tout se joue au niveau de l'hypophyse de l'enfant et le lien mère-enfant s'établit seul. Donc là, on parle d'éducation. Mais on parle d'éducation, pas seulement de la mère finalement, mais très vite, on va parler Son aussi environnement. d'éducation. Oui, Son alors, environnement. une fois que l'enfant est plus grand, que la mère est retournée au travail, puisqu'on a vu que l'alimentation, ça se gère depuis l'enfance, donc il a eu toutes les bons anticorps qu'il devait avoir pendant 6 mois. Il faut apprendre l'hygiène des mains, il faut apprendre aussi à se nourrir. Est-ce que là, vous avez aussi des conseils et comment les faire arriver jusqu'à la population pour qu'on n'ait pas justement ces chiffres extraordinaires en diabète C'est à l'école? C'est une très belle question. C'est continuer. Le continuum doit se faire jusqu'à 23 mois. Ok. Car tout se joue avenir et devenir de l'enfant, avenir et devenir du pays pendant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, qui commence à partir des 9 mois de vie contraceptive et les 23 mois de vie post-accouchement. Et un enfant qu'on a sauvé de la malnutrition avec une bonne initiation, un bon allaitement exclusif et une bonne introduction des aliments de complément jusqu'à 23 mois, vous pouvez le placer dans n'importe quel milieu pollué, il en sortira normal. Mais là, le ministère passe par quel canal? Et les écoles, les institutions partenaires pour un petit peu véhiculer ces messages? Le ministère passe par toutes les institutions sanitaires du pays, publiques, privées et mixtes, Okay. le niveau communautaire avec les agents de santé communautaires polyvalents et les institutions de formation en santé, école de médecine, école d'infirmières, école d'infirmières auxiliaires, l'école des officiers sanitaires, l'école des agents de santé, les cours de formation des agents de santé. Donc ce sont les canaux que le ministère utilise, sans compter la possibilité d'exploitation des médias pour diffusion de messages, de spots, de pilules ou de documentaires. Alors on parlait d'éducation, de savoir, de connaissances. On sait que l'alimentation, c'est pas seulement ça. Ouais. C'est aussi une question de ressources. Alors on va aller voir justement, au cours d'un reportage, ce qu'on peut faire avec sa bourse en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans une famille. Ok. Combien de timamites diri en fan? Je vais acheter 2 timamites pour $16. Et timamite pois. Je vais acheter un timamite. Diri ensemble pois pour $24. $28. Combien là yo? 4 pour $10, je vais acheter 2 pour $5. Je vais acheter 10 gouttes de girofle. Pour 20 gouttes de citron. Il vend mon dollar tri. L'eau vient. Yes. Vendre pour $15 parce que $10 va charbon pour faire manger, non? Par vendre 10 gouttes, 2 pour 15 gouttes. 2 pour 15 gouttes, et m'acheter $1 persil, faire 20 gouttes. L'eau pour attendre 10 gouttes, je vais me donner pour 15 gouttes. 500 gouttes dans fini, je finis acheter pour tout le blanc. Alors voilà, on a fait le tour du marché avec un panier de provisions qui finalement pour 500 gourdes permettait de nourrir 5 personnes. Qu'est-ce qui vous a
interloqué, interpellé dans ce reportage? J'ai regardé avec attention et j'ai vu la quantité d'huile qu'elle a achetée, qu'elle pourrait diminuer pour ajouter un peu de carottes. Et aussi savoir est-ce qu'elle va utiliser le verre du poireau comme légume à la viande. Et je n'ai pas retrouvé de feuilles. D'accord, à part le verre du poireau. À part le verre du poireau, parce qu'elle a pris elle a pris du pois tendre. Et elle aurait pu ajouter aussi un petit peu de cresson. Car même s'il y a le choléra, même s'il y a les vers, mais quand les légumes sont bien lavés, ils correctement. Bien lavé, c'est comment? Bien lavé, c'est secouer dans l'eau pour enlever tout ce qui est terre, tout ce qui est. Petit vinaigre? Non, on secoue dans l'eau d'abord. D'accord. Une première fois, on enlève tout ce qui est terre, tout ce qui est feuille, tout ce qui est résidu solide. Ensuite, on fait couler de l'eau sur ce légume qu'on vient de passer dans l'eau. Et là, la troisième eau, on met 3 gouttes de Clorox dans un gallon d'eau et on prend un peu de cette eau, on fait tremper le cresson, la laitue, et qu'est-ce que j'aurais dit encore, le chou, comme crudité. Et là, tout ce qu'on mange cru, on prend un gallon d'eau, on y met 3 gouttes de Clorox et on fait tremper. Ça, c'est important. Parce que ça fait partie de bien se nourrir. Oui. Mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez équilibré, finalement, son petit marché. Oui, c'était bien parce qu'elle a eu du pois tendre, les haricots, elle a eu de la viande. Et même si elle n'aurait pas acheté la viande, la nutrition aurait retrouvé l'équivalent de la viande parce qu'elle a acheté une petite marmite de pois, 2 petites marmites de riz, ce qui est rare. Des fois, on a une petite marmite de pois, 3 petites marmites de riz, alors que l'équilibre, c'est 1-2. Elle a respecté. 2 riz, 1 pois. 1 pois, 2 riz. Okay. 1 maïs, 2 maïs, 1 pois. 2 petits mille, 1 pois. Donc 4 riz, 2 pois. 4 riz, 2 pois. Faut procéder comme ça. Oui. Ah ben dis donc, on a et des là, choses à apprendre. Oui, et là, tu as la viande. Biologiquement, tu as la viande. Du point de vue goût, c'est pas la viande. Et pourquoi j'étais étonné de voir qu'elle a ajouté la viande? Parce qu'elle a demandé du tri-tri. Et c'est ce qu'on, nous autres, nous recommandons. On diminue la protéine d'origine animale, elle est présente, mais en petite quantité, et on augmente la protéine d'origine végétale qui apporte les fibres et qui permettent de lutter contre l'absorption de toute la quantité de graisse qui se trouve dans ce qu'on mange. C'était quoi le tri-tri? C'est un petit poisson. Ah, c'était le petit poisson, c'était bien ça. Okay. Ça remplace quoi? Ça devrait remplacer quoi? Ça remplace rien, ça complémente les oméga. Le 1, 2. Ok. Donc avec ça, on n'aurait pas besoin de Pas de viande. problème. Maintenant, ce seraient les légumes qu'il faudrait ajouter. Ok. Et j'aurais une question pour elle. Je lui aurais demandé, des 5 citrons, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce que c'est juste pour laver? Moi, je lui aurais proposé de prendre le jus pour laver et de mettre les pelures dans un pot rempli d'eau. Ça aurait servi de jus. Non mais, d'accord. Docteur Jocelyne Maron-Pierre, ce que vous êtes en train de nous dire là, je me demande combien de femmes, combien de ces gens-là qui nous préparent à manger, qui connaissent ces formules. Est-ce que vraiment il n'y a pas moyen de faire atterrir tout ça dans la cuisine de ces gens-là? Oui, au niveau du ministère de la Santé, nous sommes donné la peine de commencer à travailler. Et ceci depuis 93-94, avec les marchandes de manger cuite. On n'a pas touché toutes les marchandes, mais il y en a certaines qu'on a rencontrées et avec lesquelles nous avons travaillé. Et si vous regardez, vous allez voir, la qualité des repas dans les rues a changé. Okay. Autrefois, c'était beaucoup plus de frites. Maintenant, vous trouvez purée de pois, maïs, du riz, légumes et viande. Soupe, il a parlé de soupe tout à l'heure. Vous trouvez de la soupe le matin. Ça, c'est, je dirais, c'est un acquis que nous avons à notre actif. Personne ne peut se permettre de combattre la soupe de pain en Haïti. On ne va pas nous écouter. Nous allons passer à côté. Mais quand on fait des propositions pour faire des ajouts à cette soupe de pain, la nutrition y trouve son actif et la personne qui a l'habitude de la soupe de pain est à l'aise. La soupe de pain n'est pas une bonne chose, là? Non, la recette grand-mère n'est pas une bonne chose. C'est quoi?
La soupe de pain, oui, c'est de l'huile, plus facile à faire. de l'eau et du pain. Un peu d'ail. Ça ne marche pas. Non. On y ajoute quoi? On y ajoute un peu de mais carotte. économiquement. C'est ça la chose. Il faut aussi. Non. Prendre un pain, le mouiller, le jeter dans l'eau bouillante avec un peu de graisse, ça n'apporte rien. Alors, avec le même montant, l'aspect économique qu'on est en train de voir. Voilà, parce que c'est ça. plus facile pour les gens de faire ça comme ça. Non, mais ça ne coûte pas vraiment. La personne ne dépense pas pour une soupe de pain. Maintenant, Alors, on lui demande de mettre une poignée de feuilles de moringa. Ça ne coûte pas. Okay. D'accord. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'avec le même montant, faible, parce qu'une soupe de pain ne doit pas coûter très cher et peut-être être accessible à plus de monde que ce repas qu'on a vu aujourd'hui. Il suffit d'ajouter un peu de moringa dedans pour déjà changer la qualité de la soupe de pain. Et le charbon, personne n'a parlé du charbon. Mais oui, ça fait partie... Est-ce que justement, ce montant qui est consacré au charbon, est-ce qu'il est possible de le consacrer à une énergie, à du gaz? Ou est-ce que c'est trop, justement, pour les ménages? Est-ce que ça fait partie aussi de toute façon, le ménage doit trouver une énergie alternative si il doit se détacher un peu du charbon. Mais ce que j'ai réalisé en milieu rural où je travaille beaucoup, le charbon n'est pas produit pour le service de la famille rurale. Ouais. C'est pour gagner de l'argent, pour acheter la autres. C'est pour gagner de l'argent. Ouais. Donc, ce n'est pas le charbon en lui-même. C'est chercher d'autres alternatives de revenus pour casser la pression. Là, on parle du producteur, mais là, on parlait du consommateur qui va, effectivement, quand elle fait ses courses, elle prend son charbon. Donc, elle achète son... C'est ce qu'elle peut trouver pour 50 gouttes. Oui. C'est ce qu'elle peut trouver. C'est là qu'il y a aussi, effectivement, c'est un autre sujet, mais qui va avec, parce qu'on a dit que tout allait ensemble. Si tu permets, Stéphanie, beaucoup de ménages choisissent d'acheter des aliments déjà préparés dans les rues. Alors, à manger cuite, justement. Oui, à manger cuite. Par rapport à ce qu'on a vu là, ce petit marché, est-ce que acheter à manger cuite est parfois plus économique pour la personne? Non, là, c'était pour 5 personnes. Oui. On ne peut pas acheter 5. Okay. Est-ce que vous pensez que la majorité des ménages peuvent se permettre ce montant-là quotidiennement? Non, je dirais. Ça a été un cas d'exception. On voulait voir ce que le salaire minimum permettait de donner pour une journée. C'est pour ça qu'on a pris les 500 gouttes. Elle aurait pu encore faire mieux. Par exemple, revenir à des recettes culturelles, des recettes culinaires qui sont très nutritives, qui sont nutritionnellement adéquates, mais qui sont en voie de disparition. Par exemple. Le bouillon pois, qui s'en rappelle? Cette petite marmite de pois, elle aurait pu mettre des carottes, elle aurait pu mettre des poireaux, elle aurait pu mettre les haricots, c'est pour 10 gouttes qu'elle en a acheté. Et elle aurait mis de l'igname, des domboy. Ah, n'est-ce pas que tu connais? Mais décidément, non, mais docteur Marolles, vous êtes formidable parce que vous me donnez les transitions à chaque fois. J'allais parler justement des produits locaux et de leur importance dans l'alimentation. Ce sera le sujet de notre prochaine partie. En attendant, on va faire un petit tour dans l'Artibonite en écoutant une chanson interprétée par James Germain, arrangée par Gardy Giraud, l'Artibonite.
team sole malade. Sole malade li couché, la ti bonito. Yo voyais pas les mains, yo team sole malade. Les mains rivées, moi j'aime sole couché. Les mains rivées, moi j'aime sole mourir. Te regrettant ça pour m'attirer soleil. La ti bonito, yo voyais pas les mains, yo team sole malade. Sole malade li couché, la ti bonito. Yo voyais pas les mains, yo team sole malade. Les mains rivées, moi j'aime sole couché. Les mains rivées, moi j'aime sole mourir. Te regrettant ça pour m'attirer soleil. Ça fait la peine pour m'attirer soleil. Ça fait la peine, c'est dire ça. Ça fait la peine, c'est dire ça. Ça fait la peine. Nous sommes sur l'émission Telle est la question et aujourd'hui nous parlons de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Docteur Jocelyne Maron-Pierre est avec nous et là on va accueillir notre deuxième invitée, Marie-Laure Robert, qui est responsable sécurité alimentaire et nutritionnelle de la coopération de l'Union européenne, qui appuie la mise en œuvre d'une coordination efficace et d'un dialogue stratégique entre les différentes institutions. On parle notamment du ministère de l'Agriculture, on parle du ministère de la Santé publique, mais également le ministère des Affaires sociales et du Travail. Alors, la SAN, sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est un des secteurs clés de la coopération de l'Union européenne. Alors, bonjour. En effet, donc l'Union européenne en Haïti appuie 4 secteurs de concentration. Donc nous avons la réforme de l'État, nous avons le développement urbain qui a d'ailleurs fait l'objet d'une émission. Voilà. Nous avons également l'éducation et puis la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc voilà, c'est un appui envers les plus vulnérables et qui a plusieurs dimensions, qui est multisectorielle. Alors justement, le reportage qu'on a vu et que vous avez pu aussi regarder abordait les problèmes financiers, enfin économiques et aussi environnementaux. Donc on est dans... Justement, quelle est l'approche de l'Union européenne et comment vous abordez en soutien à tous ces ministères le problème des ressources monétaires? Alors, en effet, dans la sécurité alimentaire, nous avons cet accès à l'alimentation. Donc l'accès, ce n'est pas seulement une question de disponibilité, mais également d'accès. Qui dit accès dit revenu des populations. Accès à l'alimentation, c'est tout un travail avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, un travail sur ce qu'on appelle des filets sociaux, des filets de protection sociale. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de nos programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous travaillons envers les plus vulnérables pour qu'ils puissent avoir accès aux denrées dont ils ont besoin pour leur sécurité alimentaire. Donc, ça se traduit ça peut se traduire par des coupons alimentaires
pour des produits secs, des produits frais, tout en tenant compte des recommandations du docteur Maron, bien sûr. Et donc, mais il faut que ces transferts qui peuvent être monétaires ou transferts sous forme de produits alimentaires, il faut qu'ils soient durables. On ne peut pas, nous, dans la coopération, appuyer de façon constante les populations. Donc, nous travaillons pour une coopération, pour des programmes qui soient le plus durables possible, donc pour permettre à ces ménages les plus vulnérables de pouvoir augmenter leurs revenus, de pouvoir améliorer leurs moyens d'existence, de pouvoir petit à petit pouvoir avoir eux-mêmes des activités, par exemple, génératrices de revenus, et bien sûr les accompagner de façon un petit peu globale, notamment dans l'éducation nutritionnelle, bien entendu, et puis petit à petit pour que, à partir de ces filets-là, ils puissent dédier leurs activités à petit se relever, parce que pour aller vers la résilience et petit à petit pouvoir eux-mêmes subvenir bien sûr à leurs besoins. Donc, filet de sécurité, c'est une petite aide substantielle, mais sinon on parle, et justement on revient donc à la production locale, on parle d'appui à des projets agricoles par exemple. Voilà, alors juste les filets sociaux, bien entendu, nous parlons d'alimentation locale, donc de favoriser la production locale. Donc dans ces projets qui sont des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc nous appuyons également la production des ménages, la production de cette petite agriculture familiale, donc plusieurs dimensions, la dimension agricole, la dimension protection sociale et puis bien évidemment la dimension santé. Donc nous appuyons dans ces programmes deux niveaux. Le niveau de ce qu'on appelle de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc tout le travail avec les ministères, dont le MSPP, tout le travail pour que petit à petit on aille vers des politiques, on va dire, de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, et bien sûr que le gouvernement décide. Mais ensuite, à une échelle un peu plus locale, nous appuyons la gouvernance locale, par exemple au niveau des départements, pour que petit à petit, on puisse parler de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les espaces de concertation, que bien sûr des espaces existants. Nous n'allons pas ajouter des espaces de concertation. Donc au niveau des communes, ce sont les comités de développement communaux. Au niveau des départements, on a les tables de concertation dans lesquelles se retrouvent l'ensemble des acteurs. Donc nous travaillons sur, on va dire, 3 secteurs, mais il ne faut pas oublier que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est également liée à l'environnement, aux infrastructures. D'environnement et de catastrophes naturelles. On est allé faire un petit tour dans le sud-ouest où justement vous avez beaucoup aidé pour que les gens se relèvent après Mathieu. Et dans une région très touchée comme la Grande-Anse, la FAO a mené avec le soutien de l'Union européenne un projet contre la désertification. On va voir un petit morceau qui justement concerne les femmes. Refalag, c'est un regroupement femmes pour la vie meilleure dans Grande-Anse. C'est une structure départementale. Et c'est une organisation qui est présente dans la section Anzu-Clair depuis 7 ans. Dans Anzu-Clair, nous travaillons dans fait jardin communautaire avec mesdames. Après Mathieu, là nous venons garder problèmes familiaux, comment famille est dévastée, puisque l'organisation est basée sur une structure familiale. Donc, nous avons fait des démarches de côté FAO pour lutter en même temps, nous continuer à consolider l'activité production semence, mais en même temps, nous activité pépinière. Et à travers l'activité pépinière, nous permettre aux familles, aux mesdames, de venir remplir sa chair, joindre revenu pour être capable de tourner la caillou, pour avoir accompagnement, pour avoir service dans la famille, pour être capable d'aider les petits et mari. On parle de sécurité alimentaire et c'est forcément lié à l'agriculture. Et docteur Maron Pierre, vous avez développé un concept agriculture de santé publique. Qu'est-ce que c'est? Agriculture de santé publique, c'est le produit de réflexion à des problèmes de santé publique d'ordre nutritionnel. Okay. On est le produit de son assiette. Donc, si dans ton assiette, il n'y a pas des éléments
nutritionnels capables de garder ton état de santé normal, tu vas tomber malade. Ok. Donc, il faut remplir ton assiette de produits agricoles capables de maintenir ton état de santé. Donc, agriculture de santé, c'est une formation, c'est... Non, c'est un concept novateur qui dit aux agronomes ce dont on a besoin en Haïti pour lutter contre certains problèmes de santé publique qui menacent la santé de la population, mais qui sont d'ordre nutritionnel. Alors, il s'agit de promouvoir la culture de certains aliments, nutriments. Promouvoir la culture de certaines espèces en voie de disparition et qui sont riches en certains éléments nutritifs dont le corps ne peut pas s'en passer. Alors, par exemple. Par exemple, les abricotiers doivent revenir dans la flore. Contre la désertification. Parfait, on se rejoint. Les avocatiers se retrouvent au cœur de toutes les grandes maladies nutritionnelles à l'échelle santé publique en Haïti. C'est-à-dire qu'il en faut? Il faut beaucoup plus d'avocatiers. D'accord. Il y en a moins qu'avant? Oui, parce qu'ils ont été transformés en charbon de bois. Ah. Donc ça, c'est un problème Encore plus lui? global. Oui. Parce que là, c'est quand même des éléments qui existaient, mais qui sont en voie de disparition. En voie de disparition et venir apporter des éléments qui sont vraiment riches en certains nutriments avec les aliments biofortifiés. La patate, on vient avec la patate jaune. On avait autrefois la patate jaune, mais ils ont développé maintenant une patate à chair orange qui a une teneur en bêta-carotène très élevée et qui est, du point de vue acceptabilité, égale à la patate blanche. Donc, dans la patate blanche, je vais trouver rien que la patate. Dans la patate jaune, je vais trouver la patate et le bêta-carotène. Okay. Donc on pousse aujourd'hui les agronomes à promouvoir ce type de culture. Et j'imagine qu'au niveau des ONG et des programmes, vous tenez compte de toutes ces informations. Bien sûr, les ONG qui travaillent vraiment sur le terrain travaillent sur des pratiques culturelles qui sont adaptées et qui sont adaptées non seulement par rapport au milieu dans lequel les productions poussent, mais qui sont adaptées aussi par rapport à la nutrition. C'est vraiment de réfléchir de façon globale. Voilà. Alors, on a vu que vous avez beaucoup travaillé dans le sud-est, justement, pour, après Mathieu, aider à reboiser, à retravailler sur les cultures. Vous travaillez aussi beaucoup dans le nord-ouest, qui a l'air d'être une région très touchée par la malnutrition. Et nous sommes allés à Bombardopolis pour voir justement ce qui s'y passait au niveau pêche. Je crois qu'on reste dans la même assiette. Oui, ça c'est encore un volet de l'agriculture de santé publique avec la faune. Alors on va regarder un reportage. Moi-même, c'est Joseph Inseldier. Nous sommes pêcheurs. Je vis en Sachat. Moi, j'ai environ vingtaine d'années depuis que je pratique la pêche. Mais pratiquement, bon la mer, depuis de la naissance, tout le monde qui fait bon la mer, c'est pêcheur. Pêcheur inné. Dans l'époque passée, la pêche là, il y a une pile de difficultés là-dedans. La pêche là, pas trop facile. Et dit c'était des petits matériels archaïques. Bagay côté nous avons pêché petits poissons petits, bon rivaille là. Ça te fait que la pêche là pas trop rentable dans l'époque ça. Et nous pas gagné assez de formation tout, il y a quelques techniques de pêche nous pas gagné là. Mais avec vini association et puis intervention à DEMA en association dans zone là, pêcheurs viennent recevoir en pile formation, pêcheurs viennent recevoir en pile matériel de pêche comme don et puis des crédits tout en matériel de pêche. Ça permet que de jour en jour, pêche nous en vient moderniser. Nous avons des moteurs, nous sommes capables d'aller plus loin dans la mer, nous avons des gros poissons. Et nous avons des matériels tout zin, lignes qui sont adaptés avec pêche canal. Ça permet que la pêche la vienne plus de rentabilité. Moi, je fais commerce poisson. Moi, c'est un mareyeur. Moi, acheter poisson, moi, mettre dans le freezer. Et puis, moi, aller vendre dans la poissonnerie Bombade. Et comme ça, nous avons des marchands qui n'ont pas de freezer pour mettre poisson. Et puis, nous stocker poisson pour eux.
ils payent 5 gouttes par livre. Nous avons un petit commerce, un petit mini commerce boisson. C'est juste les pas de poisson en quantité. Eh bien, nous avons un petit espace, nous mettons des boissons. Toute activité, ça, c'est juste de chercher des forces économiques, des résistances économiques. Et par rapport à des cyclones, des bagages catastrophiques qui ont passé, juste pour nous avoir une résistance, pour nous supporter tête nous. Et comme ça, nous sommes capables de longer la main, ça et tout, qui va une possibilité pour faire genre de réserve ça dans un moment cyclonique. Moi, c'est capis, moi, c'est enseignant. Moi, je fais école normale, j'ai un paquet d'expérience, mais moi, pratiquer la pêche de manière professionnelle parce que moi, c'est une activité de rentabilité. Longtemps, c'était avec un pile de difficulté, les mois septembre, mois d'octobre, arriver pour pêcher à voyer petite l'école. Mais avec nouvelles techniques pêche qui viennent, avec appui à des mâts, ça vient permettre quand bien même depuis septembre arriver pêcher à une petite réserve la caille pour capable voyer petite l'école. Et puis, si petit les malades, madame les malades, est capable de voyer à l'hôpital parce qu'ils viennent rentrer plus l'argent. Moi, fier de ce que je pêcheur et tout ça me possède, c'est dans la pêche là. Moi, possède. Moi, encourage tout l'autre pêcheur qui est dans le village, ça, bon côté moi, et dans l'autre village tout, pour reprendre pêche à au sérieux parce que c'est une activité de rentabilité. Parce que ça est capable de permettre nous travailler avec propre connaissance nous, et puis ça nous autonome peut-être nous. Une belle histoire à Bombardopolis où, grâce à ces techniques, donc mélange technique de pêche améliorée, conservation, transformation, c'est ça en gros finalement l'illustration de ces synergies que vous créez. Voilà, tous ces appuis, développement de services de base pour les populations, développement de projets agricoles et pas seulement. Donc on appuie, les productions sont appuyées et comme vous voyez, ce pêcheur va ensuite garder les poissons, qu'on les conserver, puis il va les vendre à des femmes intermédiaires, des commerçantes, etc. Donc là aussi, un appui important pour la transformation, pour la conservation également des productions agricoles, et puis un appui important dans tous nos programmes du rôle des femmes et de cette équité hommes et femmes vraiment, sur lequel on a un œil. Et voilà, c'était des femmes dans la pépinière aussi. Voilà, c'était aussi des femmes dans la pépinière, et c'est leur rôle important, le rôle biologique, comme on l'a vu au niveau nutritionnel. C'était des femmes, de toute façon. Leur rôle économique et leur rôle social. Voilà. Vous travaillez directement avec des entités sur place, dans les communes Alors nous travaillons avec différents opérateurs, en général différents ONG, qui elles-mêmes travaillent avec différentes initiatives, développement, ONG françaises avec lesquelles on travaille également. Voilà. Et puis des ONG locales, bien sûr, comme ADEMA. Alors justement, quand ce monsieur raconte qu'il peut conserver, et qu'il peut aussi, ça lui a permis d'acheter aussi un petit commerce de boissons. C'est ça la résilience dont on parle, c'est cette capacité à, même s'il n'y a pas de poissons, même dans les mauvais temps, il y a toujours quelque chose. C'est un peu ça que vous essayez de faire avec ce programme. Oui, on essaye de faire en sorte que les communautés puissent être résilientes, même par rapport, malgré la vulnérabilité, malgré qu'ils puissent être bien adaptés, que les cultures soient adaptées, que ce soit au changement climatique, et qu'on puisse avoir après une sorte de transformation de cette agriculture, transformation de ces productions, pour que quoi qu'il arrive, elles puissent subsister et que les ménages puissent avoir suffisamment, finalement, on revient au départ, suffisamment d'argent, suffisamment de revenus pour pouvoir assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'accord, donc là on parle d'avoir des productions d'une certaine quantité, vous nous parlez aussi d'une qualité, puisqu'il s'agit maintenant de revenir aussi à ce qu'on a perdu. Et on parlait de poissons, ça m'intéresserait de savoir, justement, on est quand même sur une île, on ne mange pas tellement de poissons ici. Oui. Qu'en pensez-vous? On ne mange pas tellement de poissons, premièrement parce que les techniques de pêche ne répondaient pas. Et avec les améliorations qu'on a constatées, il a lui-même dit qu'il peut aller en haute mer et qu'il peut revenir avec des poissons plus gros. Ouais. Mais il ne faut pas oublier la valeur marchande du poisson. Et j'ai réfléchi, et je souriais pour dire, j'aurais aimé demander à ce pêcheur combien de fois le poisson se retrouve dans l'assiette. Je sais que ce sera une fois en passant. Pourquoi? Et parce que ce que rapporte le poisson
a beaucoup plus d'importance pour ce pêcheur que celui qui va manger. Que de le manger. Vous voulez dire que lui ne va pas en manger parce qu'il va vendre. Le vendre. Mais maintenant, moi, en nutrition, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une stratégie que nous sommes en train de vendre à des villages de pêcheurs. Vendre, entre guillemets. Vendre. On vend la stratégie et pour qu'elle soit adoptée par les pêcheurs. C'est de la sensibilisation. On ramène sur le littoral un canot de poissons. Les poissons sont vidés. Au lieu d'utiliser toutes les branchies, le foie et les intestins comme appât pour de nouvelles pêches, nous sommes maintenant en train de sensibiliser pour que tous les foies de poissons soient recueillis et les branchies et les intestins utilisés comme appât. Okay. Parce que les foies de poisson sont riches en rétinol, en oméga 3 et sont, du point de vue nutritionnel, une protéine d'une valeur nutritionnelle extraordinaire. Donc même le poisson, on le mange mal. Même le poisson, en fait, on ne l'exploite pas comme on devrait. Comme on le devrait. Moi, je pensais que c'était un problème de conservation pour transport, etc. Et ces foies de poisson, pendant que le poisson est vendu, ces foies de poisson, parce que c'était dans les poissons, ont les mêmes valeurs en protéines que le poisson lui-même, mais encore beaucoup plus de vitamines et de minéraux. Donc on peut manger ça de façon séparée? Oui. Est-ce qu'on peut aussi manger ça dans le poisson? C'est pas encore. On ne peut pas créer un choc culturel. Okay. On n'a pas l'habitude de manger le poisson non vidé. Ah non, les personnes. Sauf dans le nord-ouest où le pimentade de poisson se fait avec le poisson sorti de mer, non écaillé, non vidé. Ah. Il est boucané et ce n'est qu'après qu'on lui enlève les écailles et qu'on le vide. Et vous allez voir que c'est pas parce que je suis du nord-ouest, c'est parce que le poisson de cette façon a vraiment un goût exquis. D'accord. Dans notre assiette, le poisson représente quoi? Dans notre assiette, le poisson représente une source de protéines et ne doit être que quart de l'assiette. Ah ouais. Donc c'est un tout nuit. Surtout, racontez-nous l'assiette, c'est un quart de protéines, trois quarts de vivres et céréales et la moitié de légumes. Combien de fois par semaine? Chaque fois qu'on mange. Le poisson? Non, je parle du poisson. Le poisson, tu peux en faire ta source de protéines journalière. Ok. Alors, grâce à ça, donc finalement, donc vous arrivez toutes les deux à ce point où on utilise mieux une ressource finalement, parce qu'on l'utilise en entier, ce qu'on ne fait pas toujours. Donc, changer les habitudes, travailler en amont sur à la fois désertification, résilience, leur donner d'autres moyens de... Bon, est-ce que compte vraiment des écosystèmes, se baser sur les pratiques locales? On voit bien qu'il y a des pratiques que l'on a un petit peu oubliées, mais ajouter l'aspect résilience, l'aspect de pouvoir avoir que ce soit des essences ou que ce soit des productions agricoles qui puissent résister finalement, qui puissent être mieux adaptées. Donc aller sur ce chemin pour pouvoir... On a parlé de 30% de malnutrition en Haïti. Est-ce que c'est un chiffre que vous vérifiez et est-ce que surtout l'objectif justement avec tout ce que vous mettez en œuvre, enfin chacun dans son coin mais en même temps tous ensemble, ça a quoi comme objectif? Arriver à réduire, comment on peut faire? Enfin en combien d'années on peut? Parlant de malnutrition, on ne peut pas avoir 30% d'une façon générale. On va avoir l'anémie qui représente 75% chez les moins de 2 ans. Qu'on explique comment? Parce que l'introduction des aliments après 6 mois n'est pas adéquate. Chez les femmes enceintes... Encore une fois, l'ignorance. L'ignorance. Et le manque de choix, parce que la diversification existe. Il y a diversité d'aliments. Mais c'est le choix. Donc culturel toujours. On doit agir sur les connaissances, sur les pratiques. Alors, vous deux qui travaillez justement sur le terrain, est-ce que vous sentez qu'une fois qu'on explique, les gens... intègre et adopte. Ce n'est pas suffisant de dire une fois qu'on explique. On utilise en nutrition la stratégie de déviance positive. On prend la mère de la communauté qui, vivant dans le même milieu, a pu garder son enfant nutritionnellement correct. Et on l'utilise comme mère lumière pour
car l'éducation par les pairs donne de meilleurs résultats. C'est beau ça, la mère lumière. Pour les productions, on utilise aussi ce qu'on appelle les champs écoles. Alors, ce n'est pas la mère lumière, mais produire, donc apprendre en produisant. Donc, et pouvoir se regrouper, échanger. Et quand on voit, on peut adopter d'autres pratiques quand on les voit faire et qu'on est en train de faire en apprenant directement. Donc ça, c'est quelque chose au ministère pour la sensibilisation, parce qu'on voit que c'est très important. Hein. Bien sûr, donc on a justement des appuis, notamment dans le Nord-Ouest et le Haut-Artibonite, pour appuyer les différents centres de santé, pour appuyer ces agents communautaires polyvalents, et petit à petit donc les appuyer, c'est en termes de capacité. On a aussi je sais qu'on a aussi des problèmes d'intrants par rapport au traitement aussi de la malnutrition. Donc tout cela, ce sont des appuis qui sont compris dans les programmes de l'Union européenne. En tout cas, on a vu que les femmes sont au centre. Ah oui, remarqué, le début là, hein, on parle d'allaitement, etc. Donc c'est la femme. Alors, on va arriver à la fin de cette émission. Pratiquement, oui. Et au moment de vous remercier toutes les deux d'avoir participé à l'émission, on va quand même noter que la grande journée de l'alimentation et de la nutrition, de la sécurité alimentaire, c'est le 16 octobre. Et puisque tous les ministères se rejoignent, ça se passe à Damien, je crois, et donc au ministère de l'Agriculture. C'est un événement. Voilà, c'est un événement qui sera important le 16 octobre. Et d'ici là, il me reste qu'à vous remercier toutes les deux pour ces informations qu'on aimerait bien, finalement, une émission qu'on aimerait poursuivre. Je voudrais bien, justement, voir Dr Joselyne Maroune-Pierre plus souvent, parce qu'il y a vraiment des choses à nous apprendre. Voilà, et plein d'aliments qu'on a oubliés ou qui, en tout cas, sont à disposition, finalement. Heureusement que le moringa revient. Est-ce que ça a été quelque chose qui était autrefois utilisé en Haïti? Comme plante médicinale. Une plante médicinale seulement. Et disponible au niveau des 10 départements, mais surtout utilisé comme plante médicinale. Donc il faudrait qu'on en mette plus dans notre consommation alimentaire. Oui. Il y a un effort qui est fait depuis quelques temps. Depuis quelques temps. Oui, c'est vrai, mais souvent en poudre ou sous forme de complément. Bon, alors en tout cas, merci à vous deux, parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On espère que nos auditeurs en ont appris autant. Et que les bonnes habitudes se transmettront, ainsi que les bonnes pratiques. On va revenir aussi aux bonnes vieilles habitudes, comme... le spaghetti au petit déjeuner. Non, les acrassants, les boules de pois, avec les boules de boy. Voilà, donc je crois que c'est important. Stéphanie, je crois que c'est la dernière émission aussi. Oh là là, Luckner, crois-tu? C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. On est désolé de vous quitter si tôt, mais on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et en tout cas, c'était le cas pour nous. C'est la fin de la série, justement. Donc, et ce sera avec plaisir que je reviendrai rencontrer Stéphanie et Luckner pour échanger sur la santé nutritionnelle de la population. Voilà. Merci à vous deux. Allez, merci beaucoup. Merci. L'émission Telle est la question est proposée par l'Union européenne. Elle est animée par Luckner Garot et Stéphanie Armand sur un concept d'Éric Mounier et l'agence Welcome. Rédactrice en chef Stéphanie Armand, directeur artistique Joël Widmayer, directrice de production Milena Sandler, réalisation Sandra Duvivier, reportage Georges Allen, cadrage et montage Prémile Souffrance, prise de son Joël Widmayer.